La principale zone d'incertitude se trouve en zone 1, réponse A oui, réponse B non. Zone 2, réponse C oui, réponse D non. Dans cette situation, je m'apprête à traverser un passage piéton. Le bus à droite dissimule le trottoir et le début du passage piéton. Un piéton peut à tout instant y surgir, ce qui représente une zone de grande incertitude. À gauche, la voiture noire garée crée également une zone d'incertitude, mais ma position à droite de la chaussée m'en éloigne. Dans cette situation, la zone de danger principale se trouve à droite. En centre-ville, je garde le pied au-dessus de la pédale de frein. Il faut être particulièrement vigilant avec les bus et les tramways, souvent des piétons traversent derrière eux. La principale zone d'incertitude se trouve en zone 1, réponse B non, zone 2, réponse C oui, réponse B et C. Dans 2000 mètres, je vais rencontrer une bifurcation, réponse A oui, réponse B non, une sortie, réponse C oui, réponse D non. Ce panneau bleu m'indique que je circule sur l'autoroute A40. Dans 2000 mètres, en tournant à droite, j'aurai la possibilité soit de sortir de l'autoroute via la sortie numéro 13, soit de continuer et de bifurquer sur l'autoroute A41. Dans 2000 mètres, je vais rencontrer une bifurcation, réponse A oui, une sortie, réponse C oui, réponse A et C. Ma vision peut être perturbée en entrant dans un tunnel. Réponse A oui, réponse B non. En sortant d'un tunnel. Réponse C oui, réponse D non. En entrant dans un tunnel, mes yeux mettent plusieurs secondes à s'habituer à l'obscurité. Le risque est alors d'être surpris dès son entrée par un obstacle. Objet sur la chaussée, véhicule arrêté, ralentissement. Pour éviter ça, la seule solution est de ralentir avant l'entrée dans un tunnel. Si je porte des lunettes de soleil, je les retire avant d'entrer. À l'inverse, à la sortie d'un tunnel, ma vision sera perturbée par la forte luminosité. Là encore, il me faudra plusieurs secondes pour m'habituer. Le mieux pour ne pas se faire surprendre et ne pas être ébloui en entrant dans un tunnel est de ralentir et abaisser son pare-soleil. Ma vision peut être perturbée en entrant dans un tunnel, réponse A oui, en sortant d'un tunnel, réponse C oui, réponse A et C. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie, réponse A oui, réponse B non. Cela peut se produire notamment dans les virages serrés ou lorsque les bus doivent naviguer à travers des espaces étroits. Les conducteurs doivent donc être attentifs lorsqu'ils sont à proximité de bus, en anticipant la possibilité que ces derniers ne respectent pas strictement leur voie. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie, réponse A oui. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse A oui, réponse B non, et passible d'une amende de 135 €. Réponse C oui, réponse D non. Lorsque vous circulez en trottinette ou à vélo, il faut respecter le code de la route. Des patrouilles spéciales sont déployées pour contrôler les infractions, comme par exemple le défaut d'éclairage, le changement de direction sans avertissement préalable, avoir un passager, dépasser la vitesse maximale autorisée, circuler sur le trottoir en agglomération, porter des oreillettes ou un casque. L'usage du téléphone tenu en main est également interdit. En cas de non-respect de cette règle, vous êtes passible d'une amende forfaitaire de 135 €. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse B non. Est passible d'une amende de 135 €. Réponse C oui, réponse B et C. Si tu apprécies cette série, mets un like et abonne-toi pour soutenir la chaîne.
Question 6. Cette commande concerne réponse A, le rétroviseur gauche, réponse B, le rétroviseur droit, réponse C, le rétroviseur central. Le rétroviseur intérieur se règle directement en le faisant pivoter sur sa rotule. En revanche, sur les voitures récentes, les rétroviseurs extérieurs se règlent depuis l'intérieur du véhicule grâce à une commande comme celle-ci. Je commence par faire tourner la commande pour sélectionner quel rétro je veux régler, left or right, donc gauche ou droite, puis je déplace le joystick pour faire monter, descendre ou pivoter le miroir. Une fois les réglages effectués, je replace le joystick sur la position 0 pour ne pas le dérégler. Cette commande concerne réponse A, le rétroviseur gauche, réponse B, le rétroviseur droit, réponse A et B. Cet agent de police me demande de m'arrêter. Réponse A, oui, réponse B, non. Lorsqu'un agent de police régule la circulation et fait un geste clair de s'arrêter, je dois obéir à ses instructions pour des raisons de sécurité et de respect du code de la route. Attention, ne pas respecter un ordre de s'arrêter par les forces de l'ordre peut être qualifié d'un refus d'obtempérer, pouvant faire l'objet d'une peine d'emprisonnement, d'une amende de 7 500 €, d'une perte de 6 points sur le permis. Cet agent de police me demande de m'arrêter. Réponse A, oui. Je peux transporter un enfant à l'avant s'il a moins de 10 ans. Réponse A, oui. Réponse B, non. S'il a plus de 10 ans, réponse C, oui. Réponse D, non. Jusqu'à l'âge de 10 ans, chaque enfant doit obligatoirement voyager dans un siège auto adapté à son âge et à sa morphologie. Le siège auto n'est plus obligatoire pour les enfants de plus d'1,50 m. Vous êtes responsable de vos passagers de moins de 18 ans. Il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans aux places avant, sauf si le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou de ceinture de sécurité à l'arrière, si les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisés ou occupés par des enfants de moins de 10 ans correctement attachés, si l'enfant mesure moins de 83 cm et a moins de 15 mois, il doit être installé dos à la route dans un siège conçu à cet effet avec l'airbag désactivé. Dans le cas contraire, vous risquez une amende de 135 €. Je peux transporter un enfant à l'avant s'il a moins de 10 ans, réponse A oui. S'il a plus de 10 ans, réponse C oui. Réponse A et C. Le risque de somnolence est plus important. Réponse A sur une route sinueuse de montagne, réponse B sur une autoroute rectiligne. En début d'après-midi, le risque de s'endormir est plus important que le reste de la journée. Cela est dû à notre horloge biologique. Sur une autoroute fluide, droite et rectiligne, autrement dit monotone et ne nécessitant que peu d'action, peut m'amener à l'endormissement. Ne pas oublier de faire une pause toutes les 2 heures, et bien sûr dès que les premiers signes de fatigue surviennent. Sur une route sinueuse de montagne, c'est-à-dire une petite route avec beaucoup de virages, vous serez beaucoup plus stimulé, ce qui vous maintiendra éveillé. Le risque de somnolence est plus important, réponse B sur une autoroute rectiligne. À la prochaine aire de repos, je pourrais faire le plein d'essence, réponse A oui, réponse B non, recharger mon véhicule, réponse C oui, réponse D non. Le panneau bleu sur ma droite signale que je suis actuellement sur une autoroute. Il annonce qu'à 900 mètres, je pourrai accéder à l'aire de repos de Bonneville.
Je pourrais y trouver une station essence, des bornes de recharge, un restaurant, une aire de jeu pour enfants, une épicerie locale et une zone de pique-nique. Comme c'est le cas pour toutes les aires de repos, celle-ci disposera bien sûr de toilettes. À la prochaine aire de repos, je pourrais faire le plein d'essence. Réponse A, oui. Recharger mon véhicule. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans ce tunnel, je dois maintenir une distance de 150 mètres avec le véhicule devant moi. Si je circule à 50 km/h, réponse A oui, réponse B non. Si je circule à 70 km/h, réponse C oui, réponse D non. La signalisation m'indique que je vais entrer dans un tunnel. Le panneau impose au conducteur de laisser un intervalle minimum de 150 mètres avec le véhicule qui me précède, quelle que soit la vitesse, moins de 50 km/h ou 70. Si la circulation venait à ralentir ou à s'arrêter, cette distance minimum entre les véhicules resterait obligatoire. Cet intervalle de sécurité facilite la progression des secours si besoin. Elle permet aussi d'éviter la propagation des flammes d'un véhicule à l'autre si un incendie survenait. Dans ce tunnel, je dois maintenir une distance de 150 mètres avec le véhicule devant moi. Si je circule à 50 km/h, réponse A oui. Si je circule à 70 km/h, réponse C oui. Réponse A et C. Lorsque je circule en vélo ou en trottinette, je suis autorisé à circuler sur les trottoirs. Réponse A oui. Réponse B non. Les pistes cyclables, réponse C oui, réponse D non. Les trottoirs et passages pour piétons sont interdits à la circulation des trottinettes électriques, des vélos et tout engin assimilé, à part quand ils sont poussés à la main. Leurs utilisateurs doivent les utiliser sur la route, à condition que la limitation de vitesse soit à 50 km/h ou moins. Ils doivent respecter le code de la route, ils peuvent également emprunter des pistes cyclables ou des bandes cyclables, et également circuler dans les aires piétonnes, tout en respectant les limitations de vitesse, soit 5 km/h, ce qui correspond environ à une personne qui marche. Lorsque je circule en vélo ou en trottinette, je suis autorisé à rouler sur les trottoirs. Réponse B non. Sur les pistes cyclables, réponse C oui. Réponse B et C. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide. Réponse A oui. Réponse B non. Lorsqu'il est chargé. Réponse C oui. Réponse D non. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant. Ce n'est pas tellement le poids qui entraîne cette surconsommation, mais sa prise au vent. Donc, qu'il soit vide ou plein, cela ne change pas grand-chose. S'il est vide, autant le retirer. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide. Réponse A oui. Lorsqu'il est chargé, réponse C oui. Réponse A et C. La signalisation m'indique que des travaux sont en cours. Réponse A oui. Réponse B non. Un changement de chaussée ou de trajectoire. Réponse C oui, réponse D non. Le panneau carré jaune est un panneau présignalisant un changement de chaussée ou de trajectoire. Le panneau triangle orange est un panneau de danger nous avertissant qu'un chantier est en cours. Je risque de rencontrer des ouvriers ou des engins de chantier. Le panneau de présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire m'annonce que la disposition de la route a changé, donc potentiellement dangereuse. La signalisation m'indique que des travaux sont en cours. Réponse A oui. Un changement de chaussée ou de trajectoire. Réponse C oui. Réponse A et C. La principale zone d'incertitude se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Un piéton est un usager vulnérable qui possède une zone d'incertitude tout autour de lui. En zone 2, le piéton est tourné dans ma direction et se situe loin de moi. En zone 1, une voiture masque des piétons en train de traverser. De plus, il s'agit de personnes d'un certain âge, qui font partie de la catégorie des piétons les plus touchés par les accidents. Dans cette situation, afin de limiter les risques d'accident et de garantir la sécurité routière des usagers, il est important de ralentir en présence de piétons et de garder le pied au-dessus de la pédale d'accélération. Les chances de survie d'un piéton percuté à 50 km/h ne sont que de 20%. La principale zone d'incertitude se trouve en réponse A, zone 1, je place mon pied au-dessus de la pédale de frein, réponse C, oui, réponse A et C. Cette balise signale que je circule sur la route 168. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je circule sur l'autoroute A63. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une borne routière ou borne kilométrique est un élément signalétique placé régulièrement en bordure de route et destiné à identifier la route concernée. Les distances sont numérotées pour des raisons de localisation et de sécurité. Elle est implantée tous les kilomètres environ. Elle indique le point kilométrique et le numéro de l'autoroute. Chaque borne est numérotée de manière séquentielle le long de l'autoroute afin de permettre aux services d'urgence, aux patrouilles autoroutières et aux utilisateurs de signaler précisément leur position en cas de panne ou d'accident. Actuellement, je circule sur l'autoroute A63 au kilomètre 168. Réponse B et C. Après une période prolongée sans pluie, la chaussée devient particulièrement glissante. Réponse A. Dès le début de l'averse. Réponse B. Lorsqu'il pleut depuis longtemps. En général, dès que les premières gouttes de pluie commencent à tomber après une longue période de temps sec, la chaussée devient très glissante. L'eau se combine avec les résidus présents sur la route, tels que la poussière, les débris de pneus et l'huile, créant une boue particulièrement glissante, souvent appelée verglas d'été, en raison de son danger potentiel. Cependant, après une pluie prolongée, cette boue est généralement éliminée par l'écoulement naturel de l'eau. La route demeure alors plus glissante qu'en conditions sèches, mais nettement moins qu'en période de chaussée mouillée et sale. Après une période prolongée sans pluie, la chaussée devient particulièrement glissante. Réponse A, dès le début de l'averse. Ce panneau m'indique qu'un train est en train de passer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je risque de trouver une file de voitures arrêtée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau s'allume uniquement lorsque le passage à niveau est fermé, ce qui signifie qu'un train est en approche ou franchit le passage à niveau situé un peu plus loin. Il est donc possible de trouver une longue file de véhicules arrêtés au passage à niveau à la prochaine intersection. Le reste du temps, ce panneau est éteint, ce qui signifie qu'il n'y a pas de train. Ce panneau indique qu'un train est en train de passer. Réponse A, oui. Que je risque de trouver une file de voitures arrêtées. Réponse C, oui. Réponse A et C. Lorsqu'il pleut, les distances de freinage sont doublées. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il pleut, les distances de freinage sont doublées en raison de la réduction de l'adhérence entre les pneus et la chaussée mouillée. L'eau crée une fine couche entre la route et les pneus, ce qui diminue la friction nécessaire pour arrêter le véhicule efficacement. Quand il pleut, il faut allumer les feux de croisement. S'il pleut beaucoup et que la visibilité est très réduite, vous pouvez aussi allumer les feux de brouillard avant. Lorsqu'il pleut, toutes les limitations de vitesse supérieures à 80 km/h sont réduites. Lorsqu'il pleut, les distances de freinage sont doublées. Réponse A, oui. Le croisement étant impossible, la voiture jaune doit reculer. Réponse A, oui. Réponse B, non.
En cas de croisement impossible entre deux véhicules, c'est-à-dire lorsque l'un des deux doit manœuvrer, c'est au véhicule le plus maniable ou le plus léger de reculer dans n'importe quelle situation, que celui-ci monte ou descende. Dans cette situation, la voiture jaune est plus maniable que la voiture bleue qui tracte une caravane. C'est donc à la voiture jaune de laisser passer la voiture bleue. Dans le cas où les deux véhicules sont identiques, c'est le véhicule descendant qui doit s'arrêter à temps le premier. Le croisement étant impossible, la voiture jaune doit reculer. Réponse A, oui. Si je regarde le levier en changeant de vitesse, je prends le risque de réagir trop tard. Réponse A, oui. Réponse B, non. De faire un écart de trajectoire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le regard a une influence considérable sur la trajectoire. Le conducteur dirige naturellement sa voiture vers l'endroit où il regarde. C'est pour cela qu'il ne faut jamais fixer son regard sur un obstacle que l'on veut éviter, mais regarder à l'endroit où l'on veut passer. Si je quitte la route des yeux pour regarder mon levier de vitesse, cela aura pour conséquence immédiate de dévier ma trajectoire vers la droite. Si un danger survient pendant que je quitte la route des yeux, je réagirai plus tard, voire trop tard. Si je regarde le levier en changeant de vitesse, je prends le risque de réagir trop tard, réponse A, oui, de faire un écart de trajectoire, réponse C, oui, réponse A et C. Lequel de ces témoins ne concerne pas les freins? Le voyant 1 indique une anomalie au niveau du circuit de liquide de frein. Le numéro 2 concerne le frein à main ou frein de parking. Il sert à bloquer les roues lors d'un stationnement. Le voyant numéro 3 est le voyant d'usure des plaquettes de frein. Le voyant 4 est le voyant de l'ABS. L'ABS sert à empêcher le blocage des roues lors de freinage brusque. Le voyant 5 est le voyant de transmission. La transmission sert à transférer la puissance du moteur aux roues pour déplacer le véhicule. Il fait référence à la boîte de vitesse. Lequel de ces témoins ne concerne pas les freins? Réponse E, témoin 5, le témoin de la transmission. Je contrôle la pression des pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Réponse C, de préférence quand les pneus sont chauds. Réponse D, de préférence quand les pneus sont froids. La pression des pneumatiques se vérifie de préférence lorsque les pneus sont froids, lorsque la température extérieure n'est pas trop élevée et surtout lorsque je n'ai pas roulé plus de 5 km. Sinon, il faut augmenter la pression recommandée de 0,3 bar. Le sous-gonflage d'un pneu nuit à la tenue de route, au freinage, augmente le risque d'éclatement et entraîne une usure irrégulière et rapide. Les pneus ne sont pas totalement étanches, ils se dégonflent plus ou moins lentement, que je roule beaucoup ou non. Je vérifie donc au moins une fois par mois que leur pression est toujours conforme. Je contrôle la pression des pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse D, de préférence quand les pneus sont froids. Réponse A et D. Le panneau jaune est temporaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Annonce une réduction de voie dans 200 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. La voie que vous utilisez actuellement sera réduite à droite dans 200 mètres. Ce panneau de travaux temporaires avertit les conducteurs de se préparer à un changement imminent dans la configuration de la route. Une voie où une partie de la chaussée sera fermée ou réduite, nécessitant souvent un ajustement de la position sur la route pour maintenir la sécurité et la fluidité du trafic. Les conducteurs doivent réduire leur vitesse et être attentifs aux panneaux et à la nouvelle signalisation pour s'adapter à la nouvelle configuration de la voie à venir. Le panneau jaune est temporaire, réponse A oui, annonce une réduction de voie dans 200 mètres, réponse C oui. Réponse A et C. Le panneau bleu informe les cyclistes que cette piste cyclable est, réponse A, conseillée, réponse B, obligatoire.
Le panneau bleu rond avec un pictogramme de cycliste indique aux cyclistes que cette piste cyclable est obligatoire. Cela signifie que les cyclistes sont vivement incités à ne pas rouler sur la route car cette zone est dangereuse. Le panneau qui désigne piste ou bande cyclable conseillée est carré et de couleur bleue. Le panneau bleu informe les cyclistes que cette piste cyclable est, réponse B, obligatoire. Je continue tout droit. Je devrais céder le passage aux véhicules venant de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau triangle est un panneau de danger, il nous indique une priorité ponctuelle. Il sera uniquement valable pour la prochaine intersection. Dans ce cas-là, vous avez la priorité sur tous les véhicules qui viennent de gauche et de droite. Attention, vous devez céder le passage si vous voulez tourner à gauche aux véhicules qui arrivent en face de vous sur la même route. Le panonceau qui se situe en dessous nous permet d'identifier clairement l'axe prioritaire. Actuellement, nous sommes sur la route prioritaire. Si je souhaite aller tout droit à la prochaine intersection, je quitterai cet axe. Je devrais donc laisser la priorité aux utilisateurs venant du même axe que moi mais arrivant en face. Je continue tout droit, je devrais céder le passage aux véhicules venant de droite. Réponse A, oui. Avec le permis B seul, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour être autorisé à conduire un 125 cm3 avec mon permis B, celui-ci doit avoir au minimum 2 ans et je devrais suivre une formation spécifique d'une durée de 7 heures et qui coûte environ 300 €. Certaines exceptions existent avec la seule possession du permis B. Avec le permis B seul, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3. Réponse B, non. Diminuer sa vitesse permet de réduire. Réponse A, son temps de réaction. Réponse B, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Réponse C, la distance de freinage. Mon temps de réaction est d'1 seconde. Il ne change pas malgré la vitesse. La distance parcourue pendant le temps de réaction, elle, est variable. Elle s'exprime en km/h ou en mètres secondes. Pour la calculer, il faut multiplier le premier chiffre par 3. Si je roule à 10 km/h, je fais 1 fois 3, je serai à 3 mètres par seconde. Si je roule à 50 km/h, je fais 5 fois 3 égale 15. Je parcourrai 15 mètres en 1 seconde. Donc en 1 seconde, mon temps de réaction reste inchangé. Par contre, la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est-à-dire 1 seconde, variera selon ma vitesse. La distance de freinage varie également suivant ma vitesse. Dans cette question, diminuer sa vitesse permet de réduire, réponse B, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Réponse C, la distance de freinage. Réponse B et C. Je suis autorisé à garer mon vélo du côté droit de la chaussée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ça, c'est une question un peu piège. On voit un panneau à droite avec un vélo qui est barré. C'est le panneau de piste et de bande cyclable conseillée et réservée au cycle. Le panneau est barré, ce qui signifie qu'il n'y a plus de piste cyclable. Et oui, je peux garer mon vélo à droite. Il y a des emplacements spéciaux pour garer les deux roues. Donc, je suis autorisé à garer mon vélo du côté droit de la chaussée. Réponse A, oui. Je continue tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Le panneau rouge avec la barre blanche indique une interdiction de passage pour tous les véhicules. C'est un panneau sens interdit. En dessous de ce panneau, il y a deux panonceaux. L'un indique sauf bus et l'autre sauf vélo. De plus, sur la route, il y a un marquage au sol avec l'inscription bus. Attention, continuer tout droit vous expose à un retrait de 4 points et une amende de 135 €. Comme vous ne conduisez ni bus ni vélo, vous ne pouvez pas continuer tout droit sur cette voie. Je continue tout droit, réponse B, non. Parmi ces éléments, lequel est actif? Réponse A, la ceinture de sécurité. Réponse B, les freins anti-blocage ABS. Réponse C, les airbags. Les éléments de sécurité dans un véhicule se divisent en deux catégories, les actifs et les passifs. Les actifs interviennent pour prévenir les accidents en améliorant le contrôle du véhicule et en évitant les situations dangereuses. On y trouve l'ABS, le système de freinage anti-blocage, l'ESP, le programme de stabilité électronique, l'assistance au freinage d'urgence, l'avertisseur de collision, le régulateur de vitesse, l'aide au maintien de la trajectoire, etc. Les éléments de sécurité passifs sont conçus pour protéger les occupants du véhicule en cas de collision. Ils ne préviennent pas les accidents, mais il minimise les blessures. On y trouve les ceintures de sécurité, les airbags, les appuis-têtes, etc., etc. Donc parmi ces éléments, lequel est actif? Les freins anti-blocage ABS, réponse B. Sur un trajet que je connais par cœur, ma vigilance est habituellement, réponse A, supérieure, réponse B, inférieure. Le risque d'accident est moindre, réponse C, oui, réponse D, non. Plus un trajet est réalisé par le conducteur, plus il est dangereux. La capacité d'adaptation des êtres humains est telle qu'elle contribue à leur faire adopter de mauvaises habitudes de conduite. Les trajets entre le domicile et le bureau, les trajets entre le domicile et l'école, ainsi que les trajets entre le domicile et le lieu où on fait ses courses. Lorsque le conducteur connaît parfaitement son trajet, il se déconcentre. 2/3 des accidents de la route ont lieu moins de 15 km du domicile. 13% des accidents de la route se font entre le domicile et le travail. Près de 74% des accidents mortels ont lieu lors des trajets quotidiens ou de courte durée. Sur un trajet que je connais par cœur, ma vigilance est habituellement, réponse B, inférieure. Le risque d'accident est moindre, réponse D, non. Réponse B et D. La date de validité du contrôle technique est inscrite sur réponse A, le certificat d'immatriculation, réponse B, la vignette du contrôle technique, réponse C, le carnet d'entretien. Si le véhicule a plus de 4 ans, le contrôle technique est à faire tous les 2 ans. Et si le véhicule est neuf, il est à faire avant son 4e anniversaire. Il y a plusieurs endroits où je peux vérifier la validité du contrôle technique. Sur la vignette collée sur le pare-brise, sur le procès-verbal du contrôle technique, sur le certificat d'immatriculation, c'est-à-dire la carte grise. La date de validité du contrôle technique est inscrite sur réponse A, le certificat d'immatriculation, réponse B, la vignette du contrôle technique, réponse A et B. Le contour de cette voiture se situe en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. Dans la zone 1, vous pouvez voir un cadran allant de 0 jusqu'à 360 avec écrit km/h. C'est un compteur de vitesse. Il a pour fonction de mesurer la vitesse d'un véhicule en déplacement, généralement en km/h. Dans la zone 2, vous avez un cadran allant de 0 jusqu'à 8. Il est inscrit 1 minute multiplié par 1000. C'est le compte-tour ou le tachymètre. Sa fonction, c'est de mesurer la vitesse de rotation du moteur en tours par minute. Le compte-tour de cette voiture se situe en réponse B, zone 2. Lorsque la route est mouillée, mon temps de réaction, réponse A, augmente, réponse B, n'augmente pas.
Lorsque la route est mouillée, cela provoque une influence sur la conduite. J'aurai moins d'adhérence, ce qui va affecter et dégrader la tenue de route en virage et va allonger mes distances d'arrêt d'environ 2 fois. Le temps de réaction sera quant à lui inchangé, il restera toujours d'environ 1 seconde. Le temps de réaction va être affecté par l'état dans lequel se trouve le conducteur. La fatigue, la somnolence, les distractions, c'est-à-dire les téléphones portables, d'autres passagers dans la voiture, la consommation d'alcool ou de drogue. Lorsque la route est mouillée, mon temps de réaction, réponse B, n'augmente pas. Le marquage au sol est temporaire, réponse A oui, réponse B non. Je circule dans une zone de travaux, réponse C oui, réponse D non. Le marquage jaune est utilisé dans 2 situations, pour interdire l'arrêt ou le stationnement ou pour remplacer des marquages permanents. Dans ce cas, les marquages en question ne concernent ni l'arrêt ni le stationnement. Ce sont des marquages temporaires qui signalent que je traverse une zone de travaux. Ils sont là pour me rappeler de réduire ma vitesse, même si les travaux ne sont pas immédiatement visibles. Le marquage au sol est temporaire, réponse A oui. Je circule dans une zone de travaux, réponse C oui, réponse A et C. Le non-respect de la distance de sécurité entraîne une perte de points sur le permis de conduire de réponse A 3 points, réponse B 5 points. Le non-respect des distances de sécurité, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, est une infraction au code de la route de 4e classe. Ce type d'infraction est puni par la remise d'une amende forfaitaire de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Réponse A, 3 points. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas de fatigue. Réponse A, je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse B, je m'arrêterai dès que la fatigue se fera sentir. Après 2 heures de conduite, il est normal de ne pas se sentir fatigué. Pourtant, les effets se font déjà ressentir, le temps de réaction s'allonge, le regard se fige et la concentration diminue, bien que le conducteur n'en soit pas toujours conscient. Certains conducteurs enchaînent 3-4 heures, voire plus sans s'arrêter, ce qui est fortement déconseillé. Après 2 heures, il est essentiel de faire une pause. Une pause de 20 minutes suffit généralement pour repartir dans de bonnes conditions et éviter le risque d'endormissement. On peut lutter contre la fatigue, mais pas contre l'endormissement. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas la fatigue. Réponse A, je m'arrête à la prochaine aire de repos. Si mon acuité visuelle est de 10 sur 10, je peux lire un panneau d'entrée en agglomération à une distance d'au moins A 30 mètres, B 50 mètres, C 100 mètres. L'acuité visuelle, c'est ce qui permet de mesurer la qualité de la vision d'une personne de loin. Elle doit être au minimum de 5 dixièmes sur un œil pour pouvoir conduire. Une acuité visuelle normale, c'est 10 sur 10 par œil. Et cette acuité visuelle, elle vous permet de voir une distance de 150 mètres hors agglomération, un panneau de limitation de vitesse. Et un panneau d'entrée d'agglomération à une distance de 50 mètres. Si vous avez une acuité visuelle faible, ce sera marqué sur votre permis. Attention, si jamais vous faites contrôler et que vous n'avez pas vos lunettes, vous risquez d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. À retenir par cœur, si mon acuité visuelle est de 10 sur 10, je peux lire un panneau d'entrée en agglomération à une distance d'au moins 50 mètres. Réponse B. Les véhicules prioritaires sont autorisés à passer au feu rouge. Réponse A oui, réponse B non. Si je ne leur cède pas le passage, je risque une amende de 90 €. Réponse C oui, réponse D non.
Le code de la route considère que certaines catégories de véhicules d'intérêt général sont prioritaires lorsqu'ils circulent dans le cadre de leur mission d'intérêt général. Il est possible de distinguer deux types de véhicules d'intérêt général, les véhicules d'intérêt prioritaire et les véhicules bénéficiant de facilités de passage. Les véhicules considérés comme des véhicules prioritaires sont les véhicules rattachés aux unités d'urgence hospitalière, les véhicules de police nationale ou municipale, les voitures de gendarmerie, les véhicules de pompiers, les véhicules des douanes, les véhicules dédiés au transfert de détenus. Pour bénéficier de la priorité face aux autres usagers, ces usagers de la route spécifique doivent impérativement actionner de manière simultanée une sirène à double tonalité ainsi qu'un gyrophare clignotant, qui leur permettent d'indiquer clairement et rapidement qu'ils sont en mission. Dans cette configuration, ils peuvent se permettre de ne pas respecter la réglementation du code de la route. À l'approche d'une priorité, un conducteur doit réduire sa vitesse, voire arrêter son véhicule lorsque cela est nécessaire. Lorsque cela est possible, l'usager doit également libérer les voies de circulation afin de permettre aux véhicules d'intervention de se frayer rapidement un chemin à travers la circulation. S'il leur est impossible de dégager les voies pour laisser passer les véhicules prioritaires, les conducteurs sont invités à avancer jusqu'à ce qu'ils trouvent un espace où se ranger. Grimper sur l'accotement ou le trottoir tout en restant vigilant est toléré par le code de la route. Dans le cas où des véhicules sont arrêtés par un feu tricolore et que cela bloque le véhicule d'intervention, ils devront avancer avec beaucoup de prudence afin de dégager la chaussée pour pouvoir laisser passer les véhicules d'intervention. Dans le cas de refus de céder la priorité, vous risquez une amende de 90 € et un retrait de points. À noter, les véhicules bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances privées, les véhicules d'intervention électrique, les véhicules de transport de fonds, les véhicules d'entretien de la chaussée, les véhicules de transport de produits sanguins. Les véhicules prioritaires sont autorisés à passer au feu rouge, réponse A, oui. Si je ne leur cède pas le passage, je risque une amende de 90 €, réponse C, oui. Réponse A et C.